tous. Oversock, c'est une solution qui s'adresse aux ETI et aux grands groupes qui ont deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'ils sont noyés dans les outils. C'est ce qu'on entend chez tous nos clients. Et le deuxième, c'est que pour ne pas être noyés dans ces outils, ils cherchent des ressources humaines qui n'existent pas sur le marché. Ça, c'est le constat. Mon objectif, moi, en tant qu'entrepreneur, ça a toujours été de monter des boîtes pour résoudre des problèmes importants. Oversock, c'est une société qui a été créée il y a 2 ans, en 2020, à la suite d'une discussion avec un responsable SOC qui avait 30 ans d'expérience, 50 personnes dans son équipe, qui est dans un MSSP français, et qui nous disait « Moi, j'ai l'impression de devoir faire la guerre, et j'ai plein d'outils, plein de sources de données pour comprendre comment ce champ de bataille est opéré, et je me retrouve avec ça. » 30 ans d'expérience, il nous dit « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir faire autrement, de pouvoir faire ce qu'on voit justement dans les vrais conflits militaires, où pour rassembler des gens qui doivent prendre des décisions rapidement sur des événements qui évoluent à la minute ou même à la seconde, on utilise des cartes en temps réel. » Ce n'est pas le produit, c'est une bataille de Napoléon, mais c'est vraiment ça la vision des Oversock, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas transformer ces cartes-là en quelque chose de plus compréhensible qui permette de rassembler toutes les personnes qui sont mobilisées dans les réponses à incidents. C'est l'agrégation de données, c'est les cartes qui sont interactives et qui permettent justement de repousser l'attaquant plus rapidement. Donc on a creusé le sujet, on s'est dit mais pourquoi finalement c'est intéressant pour les entreprises? Je vous présente un cas d'usage ici d'une des ETI avec lesquelles on travaille, ça s'appelle Bills de Roux, ils font de la logistique, ils sont dans le nord de la France, et on a le droit de parler d'eux, et ils ont plusieurs problèmes. Le problème c'est qu'ils nous expliquent que c'est absolument impossible de recruter des experts cyber aujourd'hui. Pénurie de marché, 3,5 millions d'experts qui manquent aujourd'hui. Le deuxième c'est qu'évidemment ils se disent, ils se sentent un peu mal à l'aise, ils sentent un nombre d'attaques qui augmente et ils voient des experts qui se dirigent plutôt vers les grands groupes qui payent mieux, et c'est normal. Donc ils se sentent un peu délaissés. Le troisième, c'est qu'ils sont dépendants de leurs prestataires de solutions de cybersécurité managées externes. Ils n'ont pas de ressources, donc évidemment la seule solution qu'ils ont, c'est de se tourner vers des prestataires et ils se disent on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et le dernier, qui est l'intérêt d'Oversock aujourd'hui, du premier produit qu'on a lancé, c'est ça. Le mot qu'on retrouve dans toutes les équipes SOC et toutes les équipes IT en interne dans les ETI, le mot qu'on retrouve, c'est bordel. C'est un peu vulgaire, mais c'est ce que nous dit le terrain. Pourquoi? Parce que finalement, on a plein d'outils pour manipuler un SI. Et ils sont tous nécessaires. L'idée n'est pas de les remplacer. Ils ont tous une fonction très précise. Le problème, c'est que la connexion à ces outils, l'agrégation des données et la représentation du tout est assez compliquée. Et ce que vous voyez ici, cette espèce de schéma un peu compliqué, où on oublie même certaines sources de données, parce qu'on a tellement d'outils qui ont tous des interfaces différentes, c'est ça qui crée un peu la complexité. Et ça, c'est une perte de temps énorme quand on fait de l'audit. C'est bien, c'est des situations à froid, on essaie de comprendre comment on va contrôler son SI plus tard, mais imaginez l'impact quand on est en gestion de crise et qu'on doit justement réagir à la minute avec 10 personnes autour d'un set de données qui ressemble à rien, avec une vision du SI différente pour toutes ces personnes. Donc Oversock, c'est finalement 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est être capable de se connecter par API, quand c'est possible, aux outils qui sont présents sur le SI. La deuxième, c'est d'être capable de corréler et d'agréger ces données pour faire se superposer des sets de données qui ne sont pas forcément capables de se parler. Ce que je veux, le cas d'usage typique, c'est un asset vital pour le système d'information de l'entreprise qui permet au business de tourner, en communication avec une IP de mauvaise réputation. Cet asset porte des vulnérabilités. Ce cas d'usage-là qui est relativement simple et qui est nécessaire dans toutes les entreprises avec lesquelles on discute, il cumule déjà 4 sources de données. Donc on a besoin de rassembler toutes ces sources de données-là au même endroit et de les rendre compréhensibles. Et le troisième point, c'est cette partie compréhensible. C'est notre différenciateur majeur aujourd'hui chez Oversock, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas justement reconstruire une vraie cartographie, au sens ANSI du terme, avec ces sources de données? Qu'est-ce que ça apporte? Tout le monde parle le même langage, on a une cartographie claire, comme sur les champs de bataille. On gagne du temps, évidemment, parce qu'on ne se retrouve pas sur 15 interfaces différentes à devoir rassembler une donnée qui existe et qui est là. Mais il faut qu'elle soit agrégée et structurée. Et enfin, en cas de crise, si on peut rassembler les comptes utilisateurs qui ont été compromis à un endroit particulier du SI, où on se rend compte qu'on se rapproche de fonctions clés du système d'information, on gagne du temps en réponse à incident. Que disent nos utilisateurs aujourd'hui qui sont dans les ETI? Ils mettent en avant exactement ça. Une réduction des coûts d'audit, parce que finalement les équipes IT qui sont dans l'entreprise sont capables de commencer à faire de la cyber, et ils sont un peu moins dépendants de leurs prestataires, ils gagnent du temps, et on se rend compte que les équipes IT et les équipes de cyber se tapent moins dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un référentiel commun de collaboration qui leur permet de gagner du temps et de comprendre ce qui se passe. On a lancé notre commercialisation en 2022.
On a une équipe aujourd'hui commerciale qui est relativement réduite. On a mis le paquet sur la R&D, parce que l'idée, c'est de sortir une solution, c'est de faire justement du développement logiciel, pas de service. Il y a déjà plein d'entreprises qui font très bien du service en France. On a les références qui sont ici. On a gagné hier l'appel à idées du ComCyber avec Thales, justement parce que ce besoin de visualisation et d'agrégation de données, il commence à être perçu et compris de beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en travaillant en direct avec des ETI et des grands groupes, à la fois régaliens, à la fois privés, ça attire justement des revendeurs. Et dans notre modèle de croissance, c'est une brique qui va venir sur la deuxième moitié de 2023, mais c'est une brique sur laquelle on compte. On a été admis à la Cyber Defense Factory il y a 2 semaines. On en est assez fiers. On fait aussi partie d'Exatrust et on est en train de rentrer au pôle d'excellence cyber. Et on se rend compte que quand on a la DGA qui tweet à propos de la collaboration qu'on fait avec eux, on se dit bon, on est sur la bonne voie. Quel marché on adresse? Donc ce marché, l'acronyme n'a pas été créé par nous, je vous rassure, c'est Gartner qui a mis un nom là-dessus l'année dernière, ça s'appelle le CASIM, le Cyber Security Asset Attack Surface Management. Je vous ai parlé de 3 points. Les 2 premiers points qui sont pris par nos concurrents, et on pourra en parler après, c'est la connexion à de nombreux outils cyber et l'agrégation. Ce qui nous différencie de ces acteurs-là, et vous voyez qu'il y a des sommes d'investissement qui sont assez importantes dirigées vers ces acteurs-là, ce qui nous différencie de ces acteurs, c'est le 3e point. C'est la partie interface orientée vers l'utilisateur, ergonomie, capacité à faire en sorte que des équipes IT comprennent justement ce qui se passe sur le système d'information et puissent se rassembler autour d'un médium commun de collaboration. Ça, c'est ce qui pallie pour nous le manque d'experts. C'est comme ça qu'on essaye d'apporter justement notre contribution en se disant, finalement, tous ces outils sont développés sur le SI, sont déployés sur le SI. Est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre exploitables tout de suite sans avoir besoin, dès le début, de faire appel à un prestataire externe? Ça ne veut pas dire qu'on remplace le prestataire externe, ça ne veut pas dire qu'on remplace l'expert cyber, pas du tout. Mais par contre, on peut faire plus avec une stack cyber qui est déjà déployée sur le SI. On a commercialement une capacité d'upsell qui est intéressante puisque la stratégie, c'est d'agréger de plus en plus de données pour les représenter sous forme de calque. On fait le choix aujourd'hui de ne pas vous faire de démonstration. On a un stand qui est dans le corner startup. Laura est juste là derrière pour vous faire la démo. On veut vous montrer justement comment ce visuel agit, comment il vous fait gagner du temps. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs sur ce salon aujourd'hui. Le potentiel d'upsell, il est intéressant parce que finalement, on vient découper les sources de données qu'on ingère dans cette carte en fonction des cas d'usage. Des cas d'usage de contrôle d'assets, qu'ils soient physiques ou virtuels. Des cas d'usage de gestion de vulnérabilité, où on peut ingérer de la donnée justement de solutions qui font de la priorisation de vulnérabilité. Et à partir du moment où ce fond de carte est construit, on peut venir mapper des événements cyber qui sont détectés par des EDR notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que la liste de cas d'usage, elle s'étend au fur et à mesure qu'on ingère de la donnée dans cette carte. Ce qui rend notre modèle commercial assez intéressant. L'équipe, elle est composée de 3 types d'experts sur la partie technique. Des experts en data, évidemment, des experts en cyber qui ont parfois quitté leur entreprise avec 5-10 ans d'expérience dans les SOC et dans les équipes CERT pour se dire oui, c'est ça la vision et c'est ça ce que j'ai envie de faire pour le monde cyber de demain. Et c'est l'exemple de notre CTO. Et on a des experts de l'interface. Oversoc, c'est vraiment le croisement entre un interface ergonomique qui permet à des non-experts de se mettre à faire de la cyber et une technicité d'agrégation de données et de corrélation qui est à l'état de l'art pour justement que les deux fonctionnent ensemble. On est épaulé, évidemment, parce que c'est un gros sujet, on est épaulé par des conseillers, des investisseurs, des gens qui croient justement en cette aventure. Et on voit justement dans les résultats qu'on avait précédemment, le fait qu'on rentre à la Cyber Defense Factory, le fait qu'on ait une traction commerciale intéressante, on sent qu'on est sur la bonne voie. Mais ce dont on a besoin, c'est d'accélérer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En termes de roadmap, on cherche aujourd'hui 2 millions pour faire quoi? On a à peu près 200 cas d'ARR avec un produit qui a commencé à être commercialisé aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Ministre. Ce qu'on veut atteindre, c'est la confirmation de cette traction l'année prochaine. Donc on a des mesures ici de nombre de clients et d'ARR. On sait qu'on est une entreprise française en cyber et qu'on se bat contre des entités américaines qui sont bien mieux financées. Par contre, l'idée n'est pas de faire des levées énormes et de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on découpe nos objectifs de façon réfléchie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en train de vous dire qu'on lève 20. Ça n'a pas de sens. Par contre, pour aller chercher les marqueurs de traction dont on aura besoin pour faire une série A correcte, il faut passer par ça aujourd'hui. L'ambition, aujourd'hui, elle est de faire une entreprise française, financée en France ou en Europe,
si possible, mais certainement pas par les Américains, et de la faire croître réellement, et d'avoir une atteinte qui est mondiale. Dans l'équipe de fondateurs que je vous ai présenté juste avant, on a des profils techniques qui sont là pour monter une boîte, je cite. Et avoir des gens en cyber qui ont une expérience comme ça et qui se disent on veut montrer justement l'impact que peut avoir ce type de technologie développée en France, ça c'est assez inspirant justement. Pour finir, c'est un peu cru mais on n'a rien inventé. On a récupéré le guide de la cartographie de l'ANSSI qui explique quoi? Qui explique que cette cartographie, donc la case en bas à gauche c'est une prise de décision grâce à un langage simple et visuel, c'est ça qui nous permettra demain de nous défendre plus efficacement. On a des experts, on a les sources de données, on a toute l'information justement pour prendre des décisions. Le sujet, c'est comment on fait pour rassembler des équipes autour d'un médium commun de collaboration. Donc ce qui nous guide et ce qui guide notre développement produit, ça a été théorisé par des gens, par l'ANSSI, en France, il y a quelques années déjà. Donc ça vous donne une idée de là où va se diriger Oversock. Merci de votre attention. Apparemment, c'était très clair. Incroyable. Excusez. Bonjour, Anaëlle Baudin, j'investis dans l'IA et la cybersécurité. Quelle est la vitesse de déploiement et le niveau de complexité en fait, que vous avez rencontré sur les différents clients que vous avez eus? Alors, il y a deux niveaux de complexité. Le premier, c'est de savoir quelle source de données pousser à quel moment et qu'est-ce qu'on corrèle ensemble. C'est pour ça que là, dans les étapes de notre développement, on ne peut pas adresser en même temps, pour une entreprise qui a notre âge, des cas d'usage qui toucheraient du log réseau avec du scan réseau en même temps. Donc, corréler les sources de données. Savoir quelles sources de données corréler et à quel moment, ça a été un des enjeux techniques justement de la construction des premières briques de notre produit. Le deuxième, c'est de savoir exactement, et ça touche à la deuxième partie de la question sur la rapidité et le fait d'être vraiment SaaS en termes de déploiement produit, c'est que dès lors qu'on sait quelles sont les sources de données qui sont exploitées chez un utilisateur, donc un scan de vulnérabilité, un des 4 plus gros scanners de vulnérabilité du marché, si on sait qu'ils utilisent un des 4 plus gros EDR du marché, on peut déjà rentrer chez un client avec des connecteurs qui sont déjà prêts, et c'est un peu ce qu'exprime justement ce schéma-là, en sachant exactement ce qu'on va devoir pousser dans notre logiciel, et donc en pouvant déployer instantanément. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de faire ça? Il y a deux développements technologiques qui se sont produits dans les 5 à 10 dernières années. Le premier, c'est le fait que tous les outils, ou la majorité des outils cyber aujourd'hui, sont APIisés, en tout cas ceux qui sont grand public. Les Qualys, les Nessus, les Rapid7, les CyberWatch pour les solutions françaises. Pareil côté EDR, les Arfang Lab, les Wazoo pour la partie open source, CrowdStrike, Sentinel-One, tous ces outils-là. Si on sait exactement quels sont les outils, ou qu'on a 90% de chances de savoir quels sont les outils qui sont utilisés chez un client, on peut rentrer et générer une carte instantanément. Et c'est ça qui permet justement dans la scalabilité de notre modèle, demain, de travailler avec des Sopra, avec des Thales, avec des Orange Cyberdéfense, d'exploiter justement l'écosystème français pour le commercialiser. Parce que c'est super d'avoir un produit génial, mais si on n'arrive pas à le vendre, ça ne sert à rien. Donc quand on va voir Orange Cyberdéfense, on leur dit « Dites-nous qui sont vos acteurs qui utilisent un de ces 3 scanners de vulnérabilité-là ou un de ces 3 EDR pour débloquer des premiers cas d'usage. » Et donc là, ça fait des intégrations qui se passent plus rapidement que si on débarque et on découvre les outils qui sont utilisés. Merci, bonne journée.